Quand on pense au syndrome de Gilles de la Tourette, l'image qui vient quasi tout de suite, c'est les insultes, les cris incontrôlables, un truc assez spectaculaire, quoi. Oui, c'est très ancré dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, en creusant un peu, et surtout en lisant la source qu'on explore aujourd'hui, on se rend compte que ça, la coprolalie, ça touche en fait une minorité, genre 10% des gens. C'est ça, une toute petite partie seulement. Du coup, il y a un fossé énorme entre ce cliché et ce que vivent vraiment les personnes. Aujourd'hui, justement, on va essayer de mieux comprendre cette réalité complexe. On se base pour ça sur une source super intéressante. C'est un dialogue, en fait, entre une psychologue et une jeune personne qui vit avec le syndrome au quotidien. Et ça, c'est précieux d'avoir les deux regards croisés. L'expertise clinique et puis le vécu de l'intérieur. Exactement. Notre but, c'est un peu de dépasser ces idées toutes faites, de voir ce que ça implique vraiment tous les jours, et aussi comment l'entourage peut aider. On va essayer de décortiquer un peu les points forts de cette conversation. Alors, pour commencer par le commencement, si vous voulez bien, c'est quoi, au fond, le syndrome de Gilles de la Tourette ? Alors, le point de départ, et c'est bien souligné dans l'échange, c'est que c'est un trouble neurologique. Ça, c'est fondamental. Il apparaît en général dans l'enfance ou à l'adolescence, et ce qui le caractérise, ce sont les tics. Les tics. Oui, des mouvements ou des sons, des vocalisations qui sont involontaires, soudains et qui se répètent. Il faut vraiment insister sur involontaire et neurologique pour éviter les mauvaises pistes tout de suite. Involontaire, c'est le mot-clé, on est d'accord. Et ces tics, justement, le dialogue dont on parle en donne une bonne idée, ils sont pas tous pareils, loin de là. Vous pouvez nous en dire plus ? Ah oui, tout à fait. La source fait bien la différence entre deux grands types. D'abord, les tics moteurs. Ça peut être des choses assez discrètes. Cligner des yeux souvent, hausser les épaules, une petite grimace, se coller la tête. D'accord. Jusqu'à des choses plus complexes. Toucher des objets, sauter. Et puis, il y a les tics vocaux ou sonores. Oui. Et là aussi, c'est très varié. Ça peut être juste des bruits comme se racler la gorge, tousser un peu, renifler, fredonner. Ou alors, émettre des syllabes, des mots, parfois même des bouts de phrases. Et ce qui ressort vraiment lors discussion, c'est cette énorme variabilité. Pas seulement d'une personne à l'autre, apparemment, deux personnes avec le syndrome peuvent avoir des tics complètement différents. Absolument. Mais aussi, chez la même personne, les tics peuvent changer, évoluer en type, en fréquence, en intensité. Ça dépend des moments, de la fatigue, du stress. C'est pas figé du tout, quoi. C'est une caractéristique essentielle, oui. Le syndrome fluctue beaucoup. Il peut y avoir des périodes plus calmes et puis des moments où les tics sont beaucoup plus présents, plus forts. Le contexte joue un rôle énorme, le stress, l'anxiété, bien sûr, mais même l'excitation positive, ça peut augmenter les tics. Ah oui. Oui. Et à l'inverse, parfois, une activité qui demande beaucoup de concentration peut les faire diminuer, mais c'est souvent temporaire. Si on revient sur le point de départ, là, le cliché de la coprolalie, le dialogue insiste vraiment, c'est environ 10%. Comment on explique que ce soit cette image-là qui domine autant ? Est-ce que la source donne des indices ? Elle n'analyse pas directement pourquoi cette image est si présente médiatiquement, mais on peut supposer que c'est lié au côté spectaculaire, transgressif de la coprolalie. Oui, ça marque plus des esprits. Voilà, c'est ce qui frappe, ce qui est facile à caricaturer, malheureusement dans les films, les séries, et ça se fait souvent au détriment d'une image plus juste, plus nuancée du syndrome. D'ailleurs, la personne qui témoigne dans la source, elle exprime bien sa frustration face à cette image réductrice. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle vit, ni à ce que vivent la plupart des gens qu'elle connaissent qui ont le SGT. Ça amène à une autre idée reçue que la source essaye de démonter. L'idée que les tics, ce serait un peu de la mauvaise éducation, un manque de contrôle, presque un caprice. La psychologue, elle, est très ferme là-dessus, non ? Extrêmement ferme. Elle répète, elle martèle, c'est un trouble neurologique. Souvent, il y a une part de génétique identifiée. Ce sont les circuits dans le cerveau, ceux qui gèrent le contrôle des mouvements, des impulsions, qui fonctionnent différemment. Ça n'a mais alors strictement rien à voir avec la volonté, l'éducation, le caractère. C'est hyper important de le dire. Ah oui, c'est capital comme distinction. Parce que l'entourage qui pense, mais s'il voulait, il pourrait arrêter, il commet une erreur énorme. Et ça peut être très blessant. Et ça nous conduit tout droit à un truc très concret, très fort dans le témoignage. C'est la difficulté, voire l'impossibilité d'arrêter les tics sur commande. La personne dans le dialogue utilise une analogie qui m'a vraiment marqué. Vous pouvez nous la rappeler ? Oui, c'est l'analogie de l'éternuement. Et les deux, la personne et la psy, disent que c'est très parlant. La personne explique que la sensation juste avant le tic, c'est comme une démangeaison à l'intérieur, une tension qui monte. Oui.
et ça devient irrésistible. C'est très très proche de la sensation qu'on a juste avant d'éternuer. On peut parfois le retenir quelques secondes, mais ça demande un effort énorme, une concentration folle. C'est vrai. Et la tension devient juste insupportable, et l'éternuement finit par sortir, et souvent il est encore plus fort, plus explosif. Ah oui. Pour les tics, c'est pareil. Essayer de les bloquer volontairement, ça demande une énergie dingue. Ça épuise mentalement et physiquement. Donc, essayer de supprimer ces tics, c'est pas seulement épuisant, mais ça peut même être contre-productif. C'est tout à fait ce que suggère le dialogue, oui. Parce que la tension qui s'accumule pendant qu'on essaie de retenir, elle ne disparaît pas. Alors quand la personne finit par lâcher parce que c'est juste plus tenable, les tics peuvent ressortir de manière plus intense, un peu comme un effet rebond. D'accord. Et en plus, cette bataille permanente, pour essayer de contrôler, ça détourne l'attention de tout le reste. Une conversation, un cours, le travail. C'est une charge mentale qui est énorme. C'est vrai que cette image de l'éternuement, ça aide vraiment à imaginer ce que ça peut faire de l'intérieur. Et du coup, on comprend mieux l'impact social que la personne décrit ensuite dans la source. Parce que vivre avec cette envie d'éternuer tout le temps et que l'éternuement sorte en public, ça doit être super dur à gérer face aux réactions des autres. C'est un point vraiment central de son témoignage. L'expérience est doublement difficile. Il y a la gêne du tic lui-même, parfois, mais surtout il y a la réaction des autres qui vient s'ajouter. Le dialogue donne des exemples concrets. Les regards insistants dans le bus, les chuchotements, parfois même les rires ou les imitations, d'enfants, mais aussi d'adultes qui ne connaissent pas. La personne raconte à quel point ça peut être blessant, ce sentiment d'être anormal, observé, jugé. Elle parle d'une fois au cinéma, un tic vocal un peu fort. Ah là là. Silence gêné dans la salle, puis les regards des approbateurs, ce genre de choses répétées, ça peut vraiment mener à l'anxiété sociale, à éviter des endroits, des situations. On sent la souffrance émotionnelle derrière ça, oui. Et la psychologue, elle rebondit là-dessus dans l'échange, en disant que le SJDT est rarement tout seul. Elle parle d'autres difficultés qui peuvent s'ajouter. Effectivement, le dialogue souligne que le syndrome de Gilles de la Tourette fait souvent partie d'un ensemble, d'une constellation de troubles neurodéveloppementaux. Le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est très souvent associé. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire des difficultés en plus. Se concentrer, s'organiser, gérer l'impulsivité qui s'ajoute à la gestion des tics. Les TOC aussi, les troubles obsessionnels compulsifs, sont assez fréquents, avec des pensées qui tournent en boucle, des rituels. Et on imagine bien l'impact de tout ça cumulé, surtout à l'école, comme le raconte la jeune personne dans la source. Gérer ses tics et en même temps avoir du mal à suivre, à s'organiser ou être pris par des obsessions. L'école, ça doit devenir un vrai parcours du combattant. C'est exactement ça. La personne décrit comment les tics pouvaient gêner en classe, attirer l'attention, mais aussi comment le TDAH rendait compliqué de suivre les leçons, de faire les devoirs. Parfois, il peut y avoir aussi des troubles d'apprentissage spécifiques, comme la dyslexie, la dyspraxie. Tout ça, ça demande des aménagements à l'école, une vraie compréhension des profs, de l'administration. Et ce n'est pas toujours simple à avoir, d'après ce qu'on comprend. C'est clair. Cette complexité, ça rend l'accompagnement encore plus important. Justement, en parlant d'accompagnement, face à tout ça, qu'est-ce que la source propose comme piste? La psychologue est très claire. On ne parle pas de guérison. Non, ça, c'est important. Il n'y a pas de traitement pour guérir le SGT aujourd'hui. Le but de la prise en charge, c'est d'aider la personne à mieux vivre avec son syndrome, à réduire l'impact des tics et des autres troubles, s'il y en a, sur sa vie de tous les jours, sa vie sociale, scolaire, professionnelle. C'est vraiment une approche de gestion pour améliorer la qualité de vie. Et quelles stratégies concrètes sont évoquées dans leur discussion? Plusieurs choses. Au niveau thérapeutique, on parle beaucoup des thérapies comportementales et cognitives, les TCC. Oui. La source cite en particulier la thérapie de réversion des habitudes. En gros, l'idée, c'est d'apprendre à mieux sentir venir le tic, cette fameuse envie d'éternuer, et à mettre en place une réponse compétitive. C'est-à-dire... C'est un mouvement ou un comportement qu'on fait volontairement, qui est discret et qui est incompatible avec le tic. Ça permet de soulager la tension. Ce n'est pas supprimer, c'est plutôt transformer ou rediriger. C'est intéressant, ça. Ça redonne un peu de contrôle à la personne. Est-ce qu'on parle aussi de médicaments? Oui, le dialogue le mentionne. Dans certains cas, si les tics sont vraiment très sévères, très handicapants, on peut proposer des médicaments pour diminuer leur force ou leur fréquence. Mais la psychologue insiste bien, ce n'est pas automatique.
Ça se décide au cas par cas, il faut bien peser les avantages et les possibles effets secondaires, et c'est souvent en plus une thérapie comportementale, pas à la place. D'accord. Et au-delà des thérapies, la conversation insiste aussi beaucoup sur l'environnement, sur des choses plus générales. Qu'est-ce qui aide particulièrement? Oui, des éléments importants pour le bien-être général. La gestion du stress, c'est crucial. On l'a dit, le stress, c'est un gros facteur qui aggrave l'éthique. Mhm. Donc tout ce qui peut aider à se détendre, relaxation, méditation, ou juste des activités qu'on aime bien. Un bon sommeil aussi, c'est cité comme important. Mais le facteur qui revient le plus fort dans ce que disent la personne et la psy, c'est la qualité de l'environnement. Vivre dans un milieu famille, école, amis, travail, qui est compréhensif, bienveillant, qui ne juge pas. Ça change tout. C'est là qu'intervient ce mot qui revient souvent dans leurs échanges, l'acceptation. L'acceptation par les autres, mais peut-être aussi l'acceptation de soi-même. Exactement. L'acceptation par l'entourage, c'est décrit comme un levier essentiel pour faire baisser l'anxiété sociale. Ça permet à la personne de se sentir plus en sécurité, moins sur ses gardes. Quand on n'a plus peur du jugement ou de la moquerie, forcément, on vit mieux ses tics. La personne le dit très simplement, quand on m'explique, quand on me comprend, je me sens tellement mieux, même si les tics sont toujours là. C'est fort. Et oui, le dialogue parle aussi du chemin vers l'acceptation de soi. Ça peut être long, difficile, mais c'est essentiel pour construire une bonne image de soi malgré le trouble. Reconnaître que le SGT fait partie de soi, mais sans être défini uniquement par ça. Ce qui nous amène tout naturellement aux conseils très pratiques que la source donne pour l'entourage. Puisqu'on voit bien que l'attitude des autres est si importante, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour aider? Alors là, le dialogue donne des repères très clairs, basés sur l'expérience de la personne et l'expertise de la psy. Le premier conseil, répété plusieurs fois, ne jamais, au grand jamais, se moquer ou rire des tics. Jamais. Même si un tic paraît bizarre ou surprenant, le rire s'est vécu comme une humiliation terrible. C'est vraiment la règle numéro 1. Et ensuite, il y a la phrase à ne surtout pas dire. Absolument. Évitez à tout prix de dire « arrête »,« contrôle-toi », « fais un effort ». On a bien compris pourquoi avec l'éternuement et le côté neurologique. Oui. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça rajoute de la pression, de la culpabilité, ça renforce le sentiment de ne pas être compris. C'est vraiment le pire service à rendre. Quels autres conseils pratiques ressortent pour soutenir efficacement? La patience. C'est mentionné comme une qualité clé. Comprendre que l'éthique varie, qu'il y aura des jours mieux que d'autres. Ne pas prendre personnellement si les tics sont plus présents un jour. Ensuite, offrir un soutien concret, adapté. À l'école, par exemple, ça peut être de parler au prof, si l'enfant ou l'ado est d'accord, bien sûr, pour expliquer et voir s'il faut des aménagements. Comme quoi, par exemple? Pouvoir sortir de classe un moment si besoin, avoir un coin calme. Au travail, ça peut être d'informer les collègues proches si la personne le souhaite, pour éviter les quiproquos. C'est vraiment une démarche de communication, de sensibilisation. Et il y avait aussi un point très positif qui recentre sur la personne elle-même. Oui, un conseil très important. Valoriser la personne pour ce qu'elle est. Pour ses talents, ses compétences, ses passions. Le syndrome de Tourette, ce n'est qu'une partie d'elle. Mettre en avant ses forces, ce qu'elle réussit, ce qui la rend unique, en dehors des tics, c'est essentiel pour l'estime de soi, pour ne pas la réduire à son diagnostic. La personne dans le dialogue dit combien ça lui fait du bien quand on s'intéresse à ses projets, à ce qu'elle aime, plutôt qu'à ses tics. Tous ces conseils, au fond, ça dessine une approche qui est basée sur l'empathie, l'inclusion. C'est un peu ça le message global? Tout à fait. Si on prend un peu de recul sur les détails du dialogue, le fil conducteur, c'est vraiment ce besoin de créer des environnements familiaux, scolaires, sociaux, pro, où la différence neurologique n'est pas vue comme un défaut, une anomalie à cacher ou à corriger, mais plutôt comme une variation qui demande juste de l'information, de la compréhension et parfois quelques ajustements. C'est un vrai changement de regard qui est proposé. Donc si on devait résumer les grands points qu'on retient de cette exploration du dialogue source, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est un trouble neurologique complexe, bien loin, très loin, du cliché réducteur de la coprolalie qui, on le redit, est minoritaire. La variété des tics est immense, leur caractère involontaire est fondamental. Et surtout, l'attitude de l'entourage basée sur l'info, la patience, l'acceptation et un soutien actif, ça joue un rôle absolument majeur dans la qualité de vie de la personne.
C'est une excellente synthèse. Ce que je retiens peut-être le plus de la richesse de cet échange, c'est cette invitation forte à dépasser le symptôme pour voir la personne. Comme le dit si bien la personne qui témoigne, ce n'est pas une farce, ce n'est pas pour embêter le monde, c'est neurologique. Intégrer ça, c'est vraiment la première étape pour construire une relation de soutien vraie. Et ça nous questionne tous, collectivement, sur notre capacité à accueillir la neurodiversité, à accepter ce qui sort un peu de la norme sans jugement trop rapide. Une réflexion essentielle, oui. On espère que cette discussion nourrie par ce dialogue source aura aidé à éclairer un peu ce syndrome souvent mal compris et, pourquoi pas, à faire grandir un peu plus d'empathie et de bienveillance dans nos interactions. Et pour continuer à y réfléchir, chacun de son côté, une question ouverte qui prolonge un peu notre échange. Au-delà du cas spécifique du syndrome de Tourette, comment est-ce qu'on peut, individuellement et collectivement, ajuster notre regard et nos réactions pour être plus accueillants, plus inclusifs envers toutes les formes de différences neurologiques qu'on croise au quotidien ?